Tu crois que c'est la fin du monde parce que t'as raté un truc? Eh bien, détrompe-toi. Certains des plus grands succès sont nés de désastres complets. Mais si ce que vous voyez comme votre pire coup dur était en fait votre plus belle opportunité, et si rater son objectif était la seule façon de trouver son vrai chemin. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un jeu vidéo raté, devenu l'un des outils professionnels les plus puissants au monde. Slack. L'histoire de Slack ne commence pas comme un outil de productivité au travail, mais comme un projet de jeu ambitieux mené par Stuart Butterfield. Avant de cofonder Slack, Butterfield était déjà bien connu dans le monde de la tech comme l'un des cofondateurs de Flickr, la plateforme de partage de photos que Yahoo a rachetée en 2005. Mais sa vraie passion, c'était les jeux vidéo. Et après le succès de Flickr, il s'est concentré sur la création d'un jeu en ligne multijoueur innovant. En 2009, Butterfield a fondé TinySpec, une start-up centrée sur le développement d'un MMORPG appelé Glitch. Le jeu avait un style graphique unique et fantaisiste et encourageait la collaboration entre les joueurs plutôt que le combat, ce qui le distinguait des jeux en ligne plus traditionnels. Avec une équipe talentueuse et le soutien financier d'investisseurs qui croyaient en la vision de Butterfield, TinySpec semblait bien parti pour faire sa marque dans l'industrie du jeu vidéo. Mais malgré toute la créativité derrière Glitch, le jeu a eu du mal à trouver un public durable. Bien qu'il ait attiré une petite communauté de joueurs passionnés, il n'a jamais atteint la popularité nécessaire pour justifier l'investissement de l'entreprise. En 2012, l'équipe a dû faire face à une dure réalité. Glitch n'était pas viable financièrement. Après de nombreuses tentatives pour se réorienter sur le marché du jeu vidéo, Butterfield et son équipe ont pris la décision douloureuse de fermer le jeu. Bon, Glitch, c'était pas vraiment un carton commercial, mais les outils que TinySpec a développés pour gérer la communication interne de l'équipe, ils se sont avérés super précieux, contre toute attente. Comme toute équipe dispersée qui bosse sur un projet complexe, TinySpec avait besoin d'un moyen efficace de coordonner le travail, de partager les infos et de fluidifier la communication. Les chaînes d'email, c'était galère, et les outils de chat existants n'offraient pas la flexibilité et l'organisation dont ils avaient besoin. Pour régler ce problème, l'équipe a créé un système de messagerie interne qui centralisait les conversations, s'intégrait avec d'autres outils et permettait une collaboration fluide. Cet outil n'était pas destiné au public, c'était simplement un moyen d'aider l'équipe de TinySpec à travailler plus efficacement. Mais alors que Glitch s'éteignait, Butterfield a réalisé quelque chose d'important. Ils avaient créé quelque chose de bien plus précieux qu'un jeu. La plateforme de communication qu'ils utilisaient en interne avait le potentiel de transformer la collaboration au travail. Contrairement aux jeux vidéo, où ils avaient du mal à trouver leur public, cet outil répondait à un problème universel rencontré par les entreprises du monde entier. Reconnaissant cette opportunité, TinySpec a complètement changé de cap. Au lieu d'essayer de sauver leur activité de jeux vidéo, ils ont rebaptisé et réorienté leur outil interne pour en faire ce qui allait devenir Slack. La transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu peaufiner le produit, identifier un public cible et convaincre les entreprises d'abandonner leurs méthodes de communication traditionnelles au profit de quelque chose de nouveau. Un des éléments clés qui a permis à Slack de se démarquer, c'est l'accent mis sur l'expérience utilisateur. Les outils traditionnels de communication en entreprise, comme les emails et Skype, étaient faussement perçus comme dépassés et lourds. Slack a été conçu pour être intuitif, visuellement agréable et complètement intégré avec d'autres outils de travail. Il permettait aux équipes d'organiser les conversations en canaux, de faire des recherches dans les archives facilement, et même d'automatiser certaines tâches grâce à des intégrations avec des applications externes comme Google Drive, Trello, et plus tard, Zoom. Mais avoir un super produit, ça ne suffisait pas. L'équipe Slack devait convaincre les entreprises d'essayer quelque chose de nouveau, ce qui impliquait une stratégie de lancement efficace. Au lieu d'une campagne marketing massive, ils ont opté pour une approche plus artisanale, proposant Slack à de petites équipes, recueillant des retours et améliorant l'expérience en fonction des besoins réels des utilisateurs. Le bouche à oreille a fonctionné à merveille, et rapidement, les grandes entreprises ont commencé à s'y intéresser. Slack a officiellement été lancé en 2013 et sa croissance a été tout simplement extraordinaire. En seulement un an, il comptait plus de 120 000 utilisateurs actifs quotidiens, un chiffre qui a continué à exploser à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptèrent la plateforme. Cette adoption rapide a été alimentée par quelques facteurs clés. Déjà, Slack a bien compris qu'une équipe a besoin de plus qu'un simple outil de chat.
Elle a besoin d'un écosystème. En s'intégrant avec des centaines d'applications tierces, Slack est devenu bien plus qu'une simple plateforme de messagerie. C'est devenu une plateforme centrale pour toute la collaboration au travail. Qu'il s'agisse de partage de fichiers, de gestion de projets ou de notifications automatisées, Slack a simplifié la rationalisation des flux de travail. Deuxièmement, le design du produit a encouragé une adoption organique au sein des entreprises. Les employés qui commençaient à utiliser Slack invitaient leurs collègues, qui à leur tour invitaient d'autres personnes, créant un effet viral au sein des organisations. Contrairement aux logiciels d'entreprise traditionnels qui nécessitaient une adoption descendante, Slack s'est répandu du bas vers le haut, porté par les employés qui le trouvaient vraiment utile. Troisièmement, les investisseurs en capital risque ont reconnu le potentiel de Slack très tôt. Des investisseurs comme Andreessen Horowitz, Accel et Social Capital ont injecté des millions dans l'entreprise, ce qui lui a permis de se développer rapidement et d'améliorer continuellement la plateforme. En 2015, Slack avait levé plus de 340 millions de dollars et était évalué à 2,8 milliards de dollars, une ascension fulgurante pour une entreprise qui avait pivoté d'une start-up de jeux vidéo ratée quelques années auparavant. Plus Slack avait du succès, plus la concurrence s'intensifiait. La plus grande menace est venue de Microsoft, qui a lancé Microsoft Teams en 2017 en réponse directe à l'ascension de Slack. Vu la domination de Microsoft dans les logiciels d'entreprise, avec des intégrations existantes dans Office 365, Teams a rapidement gagné du terrain. Contrairement à Slack, qui obligeait les entreprises à adopter une nouvelle plateforme, Teams était parfaitement intégré à un ensemble d'outils que les entreprises utilisaient déjà. Slack n'a pas reculé. Dans un coup de marketing audacieux, la boîte a pris une pleine page de pub dans le New York Times pour souhaiter la bienvenue à Microsoft Teams sur le marché, tout en soulignant subtilement la supériorité de Slack. Le message était clair. Slack était l'innovateur, tandis que Microsoft essayait juste de rattraper son retard. Malgré la concurrence, Slack a continué d'évoluer. L'entreprise s'est concentrée sur l'expansion de son adoption dans les grandes entreprises, le renforcement des fonctionnalités de sécurité et l'amélioration de la puissance des intégrations. Pourtant, le défi de la concurrence avec un géant de la technologie persistait, et Slack devait faire un choix décisif pour assurer son avenir. En 2020, Slack a annoncé son acquisition par Salesforce pour 27,7 milliards de dollars, ce qui représente l'une des plus grosses transactions de l'histoire de la tech. Cette acquisition a positionné Slack comme un élément clé de la vision de Salesforce pour l'avenir de la collaboration en entreprise, l'intégrant profondément dans la gestion de la relation client et les solutions d'entreprise. Pour Butterfield et son équipe, la vente était à la fois une validation de leur vision et un nouveau chapitre dans l'évolution de Slack. Ce qui avait commencé comme un projet de jeu vidéo raté était devenu l'un des outils de travail les plus influents de l'ère moderne, prouvant que parfois, les meilleures idées commerciales émergent d'échecs inattendus. L'histoire de Slack est une véritable leçon de résilience entrepreneuriale et d'adaptabilité. Il y a plusieurs points importants à retenir pour les futurs chefs d'entreprise. L'échec peut révéler des opportunités cachées. L'échec de TinySpec dans le jeu vidéo a permis de découvrir le véritable potentiel de Slack. Les entrepreneurs devraient toujours être prêts à pivoter lorsque les circonstances changent. L'adéquation produit-marché, c'est primordial. Glitch a galéré parce qu'il n'avait pas un marché suffisamment large, alors que Slack a réussi parce qu'il répondait à un vrai problème, un problème universel. L'expérience utilisateur est essentielle à l'adoption. Le design intuitif de Slack a permis aux équipes de l'adopter facilement, ce qui le différencie des logiciels d'entreprise lourds et compliqués. Le marketing de terrain peut être bien plus efficace que la pub traditionnelle. Slack a grandi grâce au bouche à oreille et à l'adoption organique, la preuve qu'un bon produit se vend tout seul. Même les meilleures boîtes ont de la concurrence. L'arrivée de Microsoft dans le game a forcé Slack à innover sans arrêt, histoire de montrer qu'aucun marché est vraiment à l'abri d'un chamboulement. Le parcours de Slack, d'une start-up de jeux vidéo à une acquisition de 27,7 milliards de dollars, est l'un des pivots les plus remarquables de l'histoire de la tech. C'est une preuve de la puissance de l'adaptabilité, de la vision et de la capacité à saisir des opportunités là où on ne les attend pas. Je vous laisse en discuter dans les commentaires pour savoir ce qui rend une start-up vraiment résiliente. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.